Madame la sénatrice, monsieur le député, monsieur le conseiller départemental est excusé, mesdames, messieurs les maires et représentants des communes, monsieur le major, représentant la gendarmerie, monsieur le représentant du centre de secours de Josselin, mesdames, messieurs les présidents d'associations, je sais qu'il y en a quelques-uns aujourd'hui, chères Guyacoises et Guyacois. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous adresser de vive voix et au nom du conseil municipal tous nos vœux de santé, de bonheur et d'épanouissement pour cette nouvelle année 2025. Dans ce monde un peu trop fou et malmené, je voudrais également vous formuler des vœux d'apaisement, de respect et de sérénité. J'entends souvent dire qu'il fait bon vivre dans nos communes, et c'est vrai. Le conseil municipal travaille activement et tout au long de l'année au maintien de cette qualité de vie, comme en témoignent les présentations à venir, dans lesquelles nous allons vous faire une rétrospective des actions menées en 2024 et celles qui sont en cours, bien entendu. Donc voilà, on peut commencer les présentations. Monsieur Didier. Donc bonjour à tous et à toutes, à celles que je n'ai pas vues, bonne année, une année pleine de santé. Alors là, une petite rétrospective, oui, sur les deux grands dossiers, on va dire, traités, pas que en 2024, donc le dossier de l'EPLU. On arrive à son terme. C'est un dossier qui a été débuté en février ou mars 2021. Alors pourquoi un PLU? Parce que notre POS était devenu caduc en 2017. Voilà. Ensuite, on est passé en RNU, quelques zones restant constructibles dans 3 villages, plus le bourg, très forte demande, plus de capacité à répondre en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc on a lancé le PLU, donc un travail de presque 4 ans, et puis dire toutes les zones, hein, à urbaniser, les zones d'activité, des trappeuses, beaucoup d'études en assainissement, en traitement des eaux, voilà. Juin l'année dernière, c'était finalisé, donc présentation à tous les services d'État, les personnes publiques associées. On arrive là, du coup, à l'enquête publique, donc qui débute la semaine prochaine, donc ça débute ce mardi, donc ça va durer 1 mois. Voilà, donc les personnes auront possibilité de venir en mairie, donc il y a un inspecteur qui aura 4 permanences, qui seront le 28 janvier, le 5 février, le samedi 15, c'est le matin ou après-midi, on a essayé de choisir différentes dates pour que tout le monde puisse venir consulter. Par contre, le règlement, les plans seront visibles en mairie aux heures d'ouverture. Un site internet est mis à disposition aussi, donc il y aura possibilité d'aller consulter. Il y a une adresse mail si les gens veulent poser des questions. Toute question aura une réponse par le commissaire enquêteur ou par les élus, après avec le commissaire enquêteur. Il y aura un cahier, un registre aussi en mairie, voilà, si vous voulez. Donc n'hésitez pas à venir voir ce que sera le PLU de Guillac. Voilà, donc le PLU va donc fin février, le commissaire enquêteur fera un retour d'enquête, un retour au bout de 15 jours et un retour définitif, un rapport pour fin mars. Si tout se passe bien, le conseil municipal votera en mai. Pleurmel Communauté votera aussi parce que Pleurmel est en charge de l'assainissement collectif ou non, en fait, tout l'assainissement. Donc c'est libérera en juin à peu près, et 14 juillet, normalement, le artifice, le PLU sera fini. Et vous voyez, c'est quand même une période de presque 5 ans. Hein, c'est pas un mandat, mais c'est pas grave. Donc là, on a juste une visu de beaucoup de zones. Vous voyez, la première photo dans le bourg, c'est plus de la densification. On a besoin, en fait, d'un rapport à l'évolution de notre population, à la demande, donc comme on est quand même proche national, 2 grands pôles d'activité, il y a le travail de Pleurmel et de ça. Donc, pas moins de 27 terrains dans le bourg que en densification. Il y en a déjà qui sont déjà construits. 2 villages qui sont Grand-Guéant et Équi qui ont une possibilité de 12 terrains. Et un besoin au total de 70 logements dans les 10 ans. Ça nous fait un besoin, en dehors de toutes ces zones de densification, 2 autres terrains, du coup. Je crois que c'est ces cartes-là, voilà. Un qui est juste au-dessus du cimetière, qui sera notre premier lotissement. Et un autre qui se trouve entre le lotissement et le bourg. En fait, on n'était pas propriétaire des terrains jusque-là. On les a acquis. Voilà, donc on a pu mettre ces zones en tant que zone de construction.
Donc sur ces deux terrains, entre 24 et 26 maisons, entre 15 et 16 maisons hectares. Voilà. Donc en 2025, ouais, on va travailler l'aménagement, travailler le règlement de nos lotissements. Donc on va travailler avec le bureau CEA à Guénin. On va commencer à imaginer les réseaux, on va faire les appels d'offres, surtout déposer nos permis de lotir. Voilà, donc allez, peut-être un début de commercialisation en fin de mandat, parce que l'année prochaine ça change, voilà. Et après, commercialisation, mais un permis de lotir pour les deux lotissements. Dès que le premier sera commencé à commercialiser, on essaiera d'aménager le deuxième pour aller vite. On sait qu'il y a énormément de demandes, parce que c'est très attractif. C'est pas que le territoire qui est attractif, les cellules le sont aussi, évidemment. Voilà, pour l'aspect. Voilà. Zone d'accélération des énergies renouvelables. Donc, il y a une loi APR qui n'oblige pas, c'est incite les communes à définir les zones pour permettant en fait la mise en place d'énergies renouvelables, que ce soit solaire, éolienne, hydraulique, géo, thermie, biogaz, et pas. Donc, il y a une présentation de différentes cartes. Hein. Vous avez la liste en bas, vous voyez, filière biogaz, biométhane, filière photovoltaïque, que ce soit sur toiture, production chaude, sur ombrière, pour les parkings. Voilà, donc il y avait 5 cartes à présenter. Le conseil en a validé 5 sur 6. Une avec la production en fait de biométhane, où on a changé en fait la distance des maisons, elle était de 100 mètres, on a dit 200 mètres. Il faut rester aussi pas loin de la desserte de gaz qui traverse notre commune. Donc on a défini, c'est la carte de gauche, vous voyez les parties violettes, c'est en définissant une zone de 200 mètres par rapport aux habitations, voilà à peu près où on pourrait implanter potentiellement une unité de méthanisation. Celle-là, un peu au nord, elle est proche d'un bâtiment, une zone historique qui est la pyramide, donc c'est plus compliqué. Donc potentiellement, vous voyez, il y a 3 zones plutôt au sud-est de la commune. L'autre carte qui représente le réseau de chaleur, plutôt où on a nos zones d'activité au nord de la commune. Tout ce qui est photovoltaïque, pas de remarques particulières de la part du conseil. Les Stéphane en particulier a eu 2 permanences, c'était en décembre, les Guyacois sont très nombreux, on a présenté les cartes. Une carte en particulier a suscité des interrogations, c'était l'éolien. Donc du coup on avait, je ne l'ai pas là parce que elle a été refusée par le conseil et aussi par les Guyacois dans quasi l'entièreté. On a eu énormément de personnes qui sont venues. Des 4 petites zones, alors petites parce que permettant pas un parc éolien, c'était une de ces éoliennes, mais des distances de 450 mètres à peu près des maisons. Si on mettait une distance 600 mètres des maisons, il y avait une zone solaire. On a énormément de zones construites un peu partout, et les zones en fait où les éoliennes peuvent être installées, c'était des zones protégées nous on veut protéger dans le cadre de notre PLU avec des intérêts pour la biodiversité, c'était des bois en fait ou des zones humides. Donc, on s'est dit non, c'était pas ça. Donc voilà, donc des cartes qui sont dans leur globalité pour le photovoltaïque surtout, le biogaz biométhane, vous en avez la carte, et les réseaux de chaleur plutôt au nord voilà. Donc le conseil a délibéré, c'était le 10 janvier, sur les cartes qui ont été validées. Voilà. J'avais presque terminé. Là, du coup, juste un petit rappel, on a investi dans du matériel en équipe, en fait, nos agents, les agents techniques. Donc voilà, on a acheté du matériel, des professionnels. La photo est... On a aussi investi sur 2 robots tondeuses pour l'entretien des terrains de foot. Donc, voilà. Là, c'est ce que les employés nous demandaient, c'est tracteurs, mais on a vu que nos chemins de pédestre étaient un peu petits. Donc, voilà, le tracteur il est arrivé hier. Donc, on a investi dans un tracteur. Il y avait besoin d'un grand renouvellement. Ici, juste un petit, parce que je m'occupe d'une partie un peu administrative aussi, juste pour montrer que la commune du Guyane, c'est juste pour rire, parce que on a ressorti ici tous les dossiers d'urbanisme qui sont sur la photo de gauche, qui sont traités dans notre commune, et tout le reste. Alors, il faut imaginer que les employés, nos 2 employés administratifs, qui a été rejoint avec une autre personne qui va nous aider, qui est Célia, mais
nos 2 employés administratifs traitent énormément de dossiers. Il faut être des clercs, j'allais dire, il faut savoir tout faire, entre de l'URPA, du réglementaire, des demandes de subventions, de la facturation d'école, de cantine, de transport. Il y a énormément de choses. Alors, les demandes de travaux, les demandes de permis d'aligner, des choses, voilà, plein. Au total, rien qu'en urbanisme, c'est plus de 144 dossiers qui ont été traités l'année dernière, il y en a plus 138 de validés, il y a 6 de refusés, mais certains font des allers-retours en plus, parce qu'il faut des pièces complémentaires. Ça représente, c'est ma seule, tu sais, je crois que c'est 24 permis de construire. Ouf. Ah, je vais vous donner ça. 24 permis de construire, 52 déclarations préalables et 62 certificats d'urbanisme. Donc, tout ça pour dire que c'est énormément de travail. En plus d'avoir des élus qui les embêtent, qui leur demandent plein de choses, en fait, elles sont là aussi pour ça, mais bon, elles lâchent souvent leur travail pour nous, pour les gens qui viennent aussi, l'accueil. On est un peu du France Service H24, en fait, dans nos petites mairies, c'est aussi ça. Donc, je tenais particulièrement à les en remercier de leur travail, de leur qualité, puis voilà, c'est tout. Donc, je voulais peut-être un grand merci et des applaudissements pour elles. Là, je vais passer la parole à Philippe, qui est responsable de la partie bâtiment. Voilà. Bonjour à tous. Je salue ceux que je n'ai pas eu l'occasion. Donc, alors, je suis responsable de gestion des bâtiments communaux. Et donc, attends, une photo. Ok. C'est bon là? C'est bon, on arrive. Alors voilà. Donc le rôle de la commission, donc gestion des bâtiments communaux, travaux neufs et rénovation, respect des normes. La salle Pierre-Louis, donc c'est ici, c'est pour la gestion des locations. L'accessibilité, maintien des équipements, gestion des terrains sportifs et gestion des terrains publics. Donc voilà la composition. Donc Paul de Vaucambel, Jean-Michel Huette, Loïc Thoron, Lionel Brogard, Didier Guilouette et Stéphane Roux, maire. Alors je reviens sur, j'en ai déjà répété déjà en 2023 et 2024 concernant le 7 rue d'Agneau. Donc là, c'est la suite et la fin des travaux commencés. On les a commencés en septembre 2022. Donc c'est une vieille bâtisse. La vieille bâtisse donc avant la démolition. Et donc il a fallu 18 mois de rénovation et environ 80 réunions de chantier, bien sûr, à peu près. Hein. Parce que 18 mois, bon, il y a eu des problèmes comme d'habitude, hein, des retards avec les artisans, le temps aussi, voilà. Donc on a eu 80 réunions de chantier. Donc les artisans ont réussi à finaliser quand même les débuts des travaux en début avril. Et l'inauguration de ce bâtiment avec ces 3 logements ont eu lieu le samedi 27 avril 2024. Hein. Et donc, après visite des lieux, et donc c'était ouvert hein, justement pour les 3 logements. La présence des personnes qui sont venues visiter ce bâtiment remis à neuf. Donc voilà ceux qui ont fait les 80 réunions de chantier. Alors on va passer à l'église. Donc, alors l'église, on a eu 2 sociétés qui sont intervenues sur l'église. En fait, la première, c'était sur le dôme, c'est celle de droite. Vous voyez un cordiste en haut du clocher. On avait des ardoises qui allaient s'en aller. Donc, vu la hauteur, donc on a été obligé de faire appel à des cordistes. Et sur celle de gauche, c'est une société basée à Nantes, une société nantaise, qui a procédé au démoussage complet de la toiture et ainsi que le clocher. Vous voyez? Donc un drone, le drone qui est à gauche, vous avez, il y a 4 moteurs dessus, il y a une poussée de 10 kg par moteur, ça veut dire qu'il peut lever 40 kg. Et donc on voit très bien le démoussage, donc ça s'est fait
environ 1 heure. La totalité, hein, église plus le clocher en fait, hein, avec. Donc voilà. On va passer à la mairie. Donc la finalisation des travaux en mairie. Donc ils ont commencé, les travaux ont commencé au rez-de-chaussée sous le mandat précédent, afin de mettre en conformité donc l'accessibilité et l'accueil et certains aménagements. Et nous avons terminé en 2024, donc l'étage, donc le local archive à gauche, le local archive sur les 2 photos, 3 photos même, et puis le local pour les réunions, salle de réunion. Et je précise que vous voyez que l'ensemble du mobilier table et chaises ont été donnés à titre gratuit. C'est pas mal. Bon, donc on va passer au terrain des sports. Alors, terrain des sports. Donc il y a les anciens vestiaires qui n'étaient plus en service depuis un moment. Donc en fait, afin de réaliser une étude de travaux pour la mise en conformité des anciens vestiaires qui datent des années 70. Donc, nous avons fait appel à un maître d'œuvre Archicom. Les travaux sont actuellement en cours de réalisation, donc c'est tout ce qui est à l'intérieur. Hein, donc je ne vais pas vous les nommer, hein, c'est tous les artisans. En plus, c'est les artisans du coin, les guerres principalement. Donc l'électricité, tout ça, tout est à mettre aux normes. Donc il y a un peu de retard, enfin, on va dire un petit peu de retard. Et normalement, je veux dire, d'ici 1 mois ou 2, ça devrait être terminé. Et en fait, pourquoi on a remis ces vestiaires? Parce que nous avons des équipes de filles, des équipes féminines de football. Donc voilà, ils vont intégrer ces vestiaires voilà, quand elles seront terminées. Donc voilà. Ancienne buvette. Alors c'est l'ancienne buvette sur l'ancien terrain, parce qu'on a bien une autre, mais c'est une cafétéria. Donc c'est toujours la même chose, hein. C'est une ancienne buvette qui date des années 70 aussi, hein, qui n'était plus en service depuis quelques années. Donc la municipalité a proposé au comité des fêtes ce local qui n'était plus adapté, qui est plus adapté pour le stockage de leur matériel. Donc ils ont même commencé à s'installer. Donc la structure a été démontée par les bénévoles, comme vous voyez sur les photos. Et ensuite, la maçonnerie réalisée et la toiture, ça c'est le service technique. Et la porte qui se trouve au milieu, ça, entre le local chasseur qui est au bout et le côté comité des fêtes, c'est un chasseur guyacois qui a monté la porte. Donc voilà ce que ça donne. Donc côté gauche, vous avez la porte avec côté donc le local comité des fêtes. Au milieu, il y a un local bureau. Et puis à l'autre bout, c'est le local chasseur. Donc voilà. Alors j'ai une dernière information de dernière minute, pardon. C'est la GMV football. La GMV, c'est la gare de Mivois. Football qui a été créé en 1945. Donc ce qui va faire 80 ans là, cette année. Cette association qui est composée de 20 dirigeants, 44 joueurs seniors, de 35 joueuses féminines et aussi 24 jeunes qui sont dans le groupement Topon, Guillac et Saint-Servant qu'on appelle Djuster. Alors Djuster, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est quoi déjà? Les deux rivières. Ça y est, je vais oublier. J'attendais qu'il y ait quelqu'un qui me réponde. Donc, cette association GMV, elle met en place des festivités pour les 80 ans du club qui aura lieu le 14 et le 15 juin au stade municipal. Et puis, une dernière information, il y a un tournoi féminin aussi qui est prévu le 21 juin. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai passé la parole là à Genève.
Je suis Lionel Brogard, je suis conseiller délégué à la voirie. Je vais vous présenter la commission de voirie. Donc, le rôle de la commission, c'est les travaux de voirie, travaux généraux, entretien des chemins, élagage. Je suis assisté au sein de la commission par Didier Guillouette, Jean-Michel Huet, Philippe Salé, Loïc Taureau, bien sûr. Voilà. Je vais donc vous présenter un panorama qui sera axé sur deux thèmes principaux. Le premier, ce sera la voirie, et le deuxième va concerner tout ce qui est sécurité. Donc, concernant les travaux de voirie, j'aurai 7 points à évoquer. Il faut savoir que ce diaporama n'est pas forcément complet, mais ça reste quand même représentatif de tout ce qu'on peut faire dans l'année. Donc, le premier point, ça concerne les curages de fossé, que nous pouvons faire donc, en bordure de route, c'est essentiellement donc, dans les villages, comme celui-ci, c'est Grand-Bouillant. Le suivant, la ville Menot, il y a Kéliac, le Temple, la Villouette. Je ne les ai pas tous mis, mais bon, voilà, c'était pour illustrer quelques activités. On fait aussi des curages concernant les chemins d'exploitation. Le secteur qui a eu le plus besoin cette année, en 2024, ça a été Blon. On a fait un linéaire assez important. Donc voilà, il y a pas mal d'eau qui restait. On peut faire aussi des curages de ruisseau, mais on le fait une seule fois par mandat. Pour ce curage de ruisseau, on en a eu 5 demandes. Donc on a été assisté par le Grand Bassin de l'Oust, qui nous a aidé à constituer les dossiers administratifs, et aussi donc d'être sur le terrain pour nous donner quelques consignes. Donc parmi les 5, un seul ruisseau a été accepté, c'est celui de la ville Jarnon. Donc on a des contraintes avec la loi sur l'eau, on ne peut pas faire un curage comme on peut faire pour un fossé. Donc les contraintes, c'est que au final, le ruisseau concerné, on a dû faire un griffage, on ne peut pas aller trop profond. Donc c'est la contrainte, je sais que la personne qui nous a demandé aurait aimé qu'on le fasse plus profond, mais on a respecté la loi, donc c'est ce que le Grand Bassin de l'eau nous a donné comme consigne. Donc voilà pour tout ce qui est curage. On va passer au deuxième point aussi. Donc on gère aussi sur les chemins d'exploitation. Pour cette année, ça n'a pas été énorme, mais on a eu seulement quelques calages sur Blon. On a eu aussi un petit peu à la ville Menot aussi. Bon, ça a été moins conséquent que les années précédentes. Mais on ne perd pas de vue que ça demande toujours de l'entretien en permanence. Donc voilà, donc on fait de l'environnement. Je voulais faire un troisième point, c'est concernant un fossé qui, à l'inverse du curage, a demandé un renforcement. À la sortie de Brancier, puis le point du jour, ce fossé devenait tellement creux et dangereux qu'il a fallu apporter des matériaux pour casser la vitesse de ruissellement de l'eau. Donc vous allez voir le résultat à droite. Donc avec maintenant des fortes pluies, l'érosion est vraiment amoindrie. Voilà. Là c'était au point du jour pour ceux qui connaissent. Voilà pour donc le quatrième point, ça concerne aussi la récupération des eaux pluviales. On en a fait à 2 ou 3 endroits. Et le point le plus important, c'était à Écu, où on a dû prolonger une section d'environ une trentaine de mètres pour récupérer les eaux pluviales. Voilà, donc là c'était juste un prolongement pour tenue. Voilà pour les eaux pluviales. Le 5e point, ça concerne la réfection de voirie, réfection pure. On a eu 2 points majeurs, à savoir à Iki, on avait un affaissement de la chaussée. L'entreprise a dû faire une purge totale pour refaire cette section sur environ 30-40 mètres, je ne sais plus la longueur, mais bon voilà. Donc cette opération de voirie a été faite à Iki. Le deuxième point, comme vous pouvez le voir, ça a été sous la voie express, à proximité de la Vijouba. Comme vous pouvez voir sur la photo de gauche, la route était complètement faïencée. On avait beau mettre du boîte à temps d'année après année, mais ça ne suffisait plus. Donc on a fait la section totale, de stop à stop. Donc voilà, c'était entièrement refait. Le 6e point concerne l'élagage. Donc l'élagage pour l'installation de la fibre. On a une entreprise qui est passée, qui a référencé l'ensemble des parcelles qui nécessitaient de l'élagage. Donc tout ce qui est point rouge, ce sont des parcelles qui sont concernées. J'ai fait moi aussi le tour. Toutes les parcelles n'étaient pas vraiment... c'était comme quelques-unes étaient vraiment assez légères, d'autres nécessitent plus d'élagage. Certaines ont été déjà faites d'emblée par des particuliers. La mairie a fait aussi de son côté, elle a presque terminé. Et il en reste encore quelques points noirs, mais j'attends que l'entreprise revienne vers nous pour finaliser cet élagage, et je reviendrai après auprès des particuliers pour qu'ils le fassent. Voilà.
Donc ce sont nos agents qui ont fait pour la fibre avec la nacelle. On a profité de la nacelle qui était là pour l'installation des décos de Noël. Donc du coup, on a fait une demi-journée pour l'installation et une demi-journée aussi pour la désinstallation des décos. Le 7e point, ce ne sont pas forcément des travaux, mais c'est une convention que la mairie a signée avec Morbihan Énergie pour faire de la géodétection et le géoréférencement de l'éclairage public. La géodétection du réseau souterrain et donc tout ce qui est aussi lampadaire, tout ce qui est la partie aérienne. Ça permet de créer une base de données qui va alimenter un système d'information géographique qui permettra de nous aider pour les travaux ultérieurs, surtout quand on fait des tranchées. Donc voilà, ce sera vraiment une détection ultra précise. Voilà pour le volet de travaux. On va passer maintenant au volet sécurité. Alors, j'ai 6 points à évoquer. Le premier, comme vous avez pu le voir, c'était l'entrée du bourg. Donc du coup, on a prolongé un trottoir qui jusqu'alors s'arrêtait aux environs du cimetière. Ce trottoir a été prolongé jusqu'au stade. C'était à la fois un projet de nous, les élus de la commission, mais aussi une demande de nos administrés. Donc du coup, cette action elle est terminée, elle est finie, et vous pouvez voir aussi la finale avec un ajout de passage piéton qui va jusqu'au stade. Donc maintenant, cette zone est maintenant sécurisée pour du bas du bourg jusqu'en haut du bourg. On a profité par la même occasion, en refaisant l'entrée du bourg, c'est de passer la totalité du bourg à 30 à l'heure. Nous avions déjà délibéré il y a plusieurs mois, et on a profité que le bourg soit terminé pour refaire l'arrêté municipal qui a été pris en décembre, je ne me rappelle plus la date précisément, mais c'est décembre. Et à titre de rappel, moi je remettrai le radar pédagogique, comme j'avais mis, à proximité de la boulangerie, pour rappeler que la vitesse est bien à 30 à l'heure et non pas à 50. Parce que 50 demandé, les gens ne le respectent pas. On a bien souvent du 70, voire 80. Donc le 30 demandé maintenant me permettra de faire baisser au moins la vitesse. Voilà. Le 3e point, c'est un bilan de la police pluricommunale qui s'y présente avec Cyril. Donc Cyril m'a donné quelques informations. Je vais vous faire une présentation de ce diagramme. Juste derrière, s'il te plaît, Didier. Ça correspond à la répartition de l'activité. Vous voyez en rose sur la gauche, c'est la surveillance générale, c'est en fait ni plus ni moins les patrouilles que vous voyez circuler, la voiture circuler dans la campagne. Ils font aussi du travail de relevé de radar pédagogique, des administratives, de l'environnement, du conflit de voisinage, de chiens en divagation et une partie aussi administrative. Quand j'en dis environnement, c'est aussi des déchets, sur les déchets. Voilà. Donc ça, c'est un sujet assez épineux. Concernant la répartition sur la durée, vous voyez que la surveillance générale demande beaucoup de temps et que le trouble de voisinage, en bleu, comme vous voyez là-haut, ça demande aussi du temps. Voilà. Donc voilà. Et donc juste encore, je voulais revenir. Donc la police pluricommunale, c'est aussi des actions conjointes avec la mairie de Pleurmel et pour les communautés, notamment pour les fameux permis à vélo, pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants qui sont en classe de primaire. C'est aussi du recueil, un dispositif de recueil d'images, notamment avec les dépôts sauvages. Alors, la police a pu appréhender une personne qui faisait des dépôts sauvages. Voilà, donc, une fois que cette personne a eu l'amende, ça peut calmer déjà au moins les suivants. Voilà pour un petit bilan très succinct de la police pluricommunale. Je vais passer à un autre bilan, c'est celui des pompiers. Donc vous voyez que pour plus de 2/3 des interventions, c'est surtout du secours à la personne. Un peu moins pour les accidents de la circulation, les incendies, peu, et puis les opérations diverses. Sur la suite, s'il te plaît, Didier. Sur le pourcentage des interventions des pompiers, vous voyez que c'est essentiellement le mercredi à hauteur de 20%. En second, c'est le vendredi, et là où il y a le moins, c'est le week-end. Samedi et dimanche, il y a le moins d'intervention. Voilà pour les pompiers. Alors, je profite en parlant des pompiers qu'il y a un projet sur Josselin d'une création d'une section de jeunes sapeurs-pompiers. C'est pour une information. C'est juste pour vous dire que la mairie de Guillac adhère à ce projet et aidera ce projet. Voilà, Donc, normalement, je pense que ça devrait démarrer à compter de septembre, normalement. Donc, c'est pour les jeunes qui ont environ de 16 ans. Cette durée devrait se faire sur entre 2 et 3 ans de formation. Voilà, c'était pour l'information. Dernière information, avant de rendre le micro à un collègue, c'est le bâtiment de la mairie.
Elle s'est équipée très récemment d'une alarme et d'une vidéosurveillance. L'alarme concerne la détection d'incendie et la vidéosurveillance contre toute effraction. Voilà, comme ça, moi, maintenant, c'est prévenu. Voilà, merci de m'avoir écouté, et je passe la main. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc moi je ne sais pas. Oh, pardon. Je suis donc Brigitte Carretraite, je suis conseiller à l'embellissement. Voilà, donc après, je peux me passer si tu veux le suivant. Nous organisons tous les ans, chaque année, nous organisons le concours des maisons fleuries. Cette année, vous aurez ce flyer qui sera distribué lors de la distribution des bulletins de 2025. Vous le gardez, vous en servez pour vous inscrire avant le 15 juin, si cela vous intéresse. Mais c'est plaisant. Là, l'année dernière, nous avons eu quelques personnes. Le jury est passé le 11 juillet 2024. Les deux communes qui ont fait partie de ce jury étaient donc Guégon et Josselin. Je pense que tu peux avancer. Voilà, on a quelques résultats là, donc des lauréats. Voilà. Après, il y a eu la remise. Les 7 lauréats se sont vus remettre le rosier traditionnel ainsi que des bons d'achat allant de 25 à 45 euros à dépenser au cerf des Agents d'Or de Séran. Alors la remise des prix Croix et Écluse s'est également faite ce 18 octobre 2024 à la mairie. Alors, autrement, nous organisons aussi 2 fois par an les matinées citoyennes. Cette année, ça a été le 13 juin 2024 et le 17 octobre. Là, nous avons eu de la chance. Cette année, il y avait beaucoup de participants sur c'était la dernière fois, c'était au mois d'octobre. Et donc, le travail s'est réalisé très, très rapidement. Et après, bien sûr, après l'effort, le réconfort. Donc, on a fait un petit casse-croûte, là, et ça m'a permis de connaître des personnes que je ne voyais pas souvent. Et c'est vraiment très agréable. Voilà. Alors, après. Alors ça, c'était la photo, oui. Alors les participants à cette journée, nous avons eu donc l'équipe de bénévoles des citoyens de la commune, l'AMICEP qui s'est aussi joint à nous, les services techniques et les conseillers municipaux. Voilà. Alors, autrement, nous avons eu aussi les Jeux Olympiques qui ont été donc agrémentés toujours par les employés très créatifs qui nous ont réalisé la Tour Eiffel. Qu'est-ce que nous avons? Le bateau, donc bien sûr les cercles des Jeux Olympiques et le bonnet phrygien. Voilà, donc je pense que vous les avez tous remarqués, c'était sympa. Alors, autrement, fleurissement du bourg. Alors, pour l'instant, nous sommes toujours sur 2 fleurs. L'année dernière, nous n'étions pas prêts pour postuler pour la 3e fleur. Donc, cette année, je redemande un dossier et une ouverture pour éventuellement concourir à la 3e fleur. Alors, cette dernière photo, c'est surtout devant les logements qui ont été faits donc dans la rue d'Agneau, et qui ont été donc réalisés par les stagiaires, argent de poche, hein, c'est ce que tu m'as dit, voilà, c'est ça. Et puis donc toujours Alexandre, et puis donc sur un schéma qui avait été remis au cerf de Séran, bon voilà, on a planté, alors je sais pas, donc il faut toujours entretenir parce que je crois que les saletés poussent très vite. On a beau faire un petit paillage, voilà. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne année, voilà, 2025. Voilà.
Dominique. Bonjour à tous. Je vous souhaite tout de bon, comme disent les Suisses. Alors, je vais commencer par le patrimoine de Guillac et vous parler du monument aux morts dont on a commémoré les 100 ans. Voilà, donc le 11 novembre dernier, nous avons commémoré les 100 ans du monument aux morts. Ouais, avec la présence des élèves officiers de l'Académie militaire de Saint-Cyr-Collectivant. Alors, les élèves de l'école de Guillac ont interprété en musique une chanson sur un poilu nommé Godevin. Vous les voyez sur la droite, là. Ensuite, une exposition sur l'historique du monument aux morts et une collection d'objets militaires était à découvrir à la salle Pierre-Brix. Ce fut un bel événement qui a réuni environ 150 personnes et a été clôturé par le verre de l'amitié. Donc, maintenant, je vais vous parler de la colonne des 30, rapidement, mais nous avançons. Donc, les travaux forestiers ont débuté lundi 20 janvier. Ça, c'est avant, avec l'équipe qui s'est rendue sur place. Et ensuite, vous allez avoir des photos que j'ai prises depuis le début des travaux. Donc, il y a vraiment un changement net. Et après, donc, voilà. Cette première phase de sécurisation a pour but d'abattre les arbres fragilisés et devenus dangereux suite aux intempéries et aux tempêtes. Et la mise en valeur du site interviendra dans un deuxième temps. Voilà, j'ai survolé, mais je suis ravi de voir qu'on a commencé quelque chose. Alors, maintenant, je vous parle culture. Voilà. Donc, la Guillathèque, c'est le nom de notre médiathèque, va changer d'horaire à partir du 1er février. Sur la gauche, les anciens horaires, et sur la droite, les nouveaux. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, le mardi, on va faire une fermeture à 19h au lieu de 20h. En contrepartie, on va ouvrir au public le vendredi de 15h à 17h. La permanence tenue par les bénévoles le mercredi ne change pas, ce qui fait 3 ouvertures les après-midi, ouverture au public. Donc on élargit les horaires au public. Alors après, vous allez pouvoir découvrir les animations qui sont réalisées à la médiathèque. Il y a des animations qui ont lieu tous les mois. Donc l'atelier d'écriture et la généalogie qui ont lieu... Pardon. L'atelier d'écriture et la généalogie, voilà, qui se répètent tous les mois sauf à Noël. Et pour les grandes vacances, on s'adapte. Hein. C'est suivant ce que les bénévoles souhaitent faire. Alors après, tout le restant de l'année, donc, vous bénéficiez donc de conférences, d'expositions d'artistes locaux, de films documentaires. Donc ça, c'est surtout pour les adultes, on va dire. Et ensuite, pour les enfants, cette année, on a vu grand. Donc, il y a eu un événement musical qui a duré 6 semaines, des jouets buissonniers qui ont été fabriqués dans le parc des Coteaux, un jeu de piste sur le thème des Jeux Olympiques, un prix littéraire des Corrigans qui va s'achever au mois de mai 2025, un concours photo, dessin, peinture et des ateliers d'automne et de Noël. Donc voilà. Alors vous avez les illustrations et tous les participants, le partenariat qu'on a entretenu pour réaliser tout ça. Et donc, je tiens à remercier certaines personnes, hélas, ne sont pas là. Coralie, les services techniques, les bénévoles, l'association Ça bouge à Guillac, la MICEP, les Jardins de Caïran, l'association Mémoire du Pays de Josselin et Marcel Michel pour leur implication à tous. Alors ensuite, je vous parle d'une nouveauté, donc l'artothèque. Alors, une artothèque itinérante nous a été prêtée par le département du Morbihan et contient 27 gravures.
Depuis le 3 janvier, vous pouvez emprunter une œuvre d'art aussi facilement qu'un livre. Un atelier de gravure gratuit se déroulera à la Guillathèque le 14 février après-midi. C'est en lien donc avec le prêt des gravures. Alors si les gens veulent s'inscrire, n'hésitez pas. Il n'y aura que 12 places, 12 inscrits. Et maintenant, pour finir, je vous informe qu'il y a une conférence qui est prévue sur la généalogie et qui va se dérouler mardi 28 janvier prochain. Elle va être animée par les 3 membres de l'association Cégencel, dont je crois Françoise est présente, mais les autres personnes, je ne crois pas, ou je ne les ai pas vues. Non. Alors c'est pareil, je vous invite à vous inscrire si vous êtes intéressés. Et vous pouvez retrouver nos informations donc sur Panneau Pocket, qui est une application pour les mobiles, sur Facebook et sur l'affichage un peu partout dans la commune. Bon, j'espère ne rien avoir oublié. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, je passe la parole à Thérèse. Bonjour à tous. Alors, je vais faire un petit retour, moi, sur les événements qui ont eu lieu en 2024. Donc, on va commencer par le recrutement et les ressources humaines. Un petit point. Donc, pour aider nos chères secrétaires Amélie et Isabelle, nous avons choisi de recruter, d'étoffer notre équipe. Donc depuis le mois d'octobre, nous avons décidé de recruter Célia, qui est en alternance pour 2 ans. Célia prépare un BTS DATR, développement, animation des territoires ruraux. Elle le prépare au lycée Latouche à Plermel. Donc elle nous accompagnera entre autres pour la mise en place du nouveau site internet de la commune. Cela fait maintenant plusieurs années également que nous proposons aux jeunes Guyacois âgés de 15 à 17 ans de s'investir pour notre commune en intégrant le dispositif Argent de Poche. En 2024, nous avons ainsi accueilli 6 jeunes, Mathis, Eva, Arthur, Naomi, Gurvan et Maxence. Le dispositif sera reconduit cette année à partir des vacances d'avril. Notre commune est dynamique. Elle est dynamique grâce aux entreprises qui s'y implantent. Donc notre commune compte 2 parcs d'activités qui sont pratiquement entièrement occupés. Mais nous comptons également de nombreuses petites entreprises. Alors s'il n'est pas possible de les citer tous, je vais faire un petit rappel des dernières installées. Donc Maïwen, qui propose une crêperie pour une pause goûter agréable et reposante au bord du canal. Marjorie, qui propose de garder vos chiens. Nicolas Joanneau pour des travaux de pause de cuisine et de dressing, entre autres. Patrick Marot qui a créé son entreprise de maîtrise d'ouvrage. Alors Benjamin Plaine et Guillaume Claudie ont tous les 2 créé leur entreprise de nettoyage de véhicules. Et enfin, Estelle Simoneau et Samuel de Maillard qui proposent des soins de bien-être dans notre salle du pied à l'étrier. Alors, vous allez pouvoir réserver dès à présent le week-end des 29 et 30 mars, car nous accueillerons le premier salon du bien-être du Colibri. Le dynamisme de notre commune se vit également par sa vie sportive. Donc, le football est bien représenté. Philippe en a parlé tout à l'heure avec les 2 clubs. Donc, il est représenté notamment par le groupement de jeunes d'Uster, qui encadre à peu près 160 jeunes de 6 à 17 ans. Sur les 3 communes, donc Saint-Servant, Guillac et Taupin. L'HMV également, avec ses plusieurs équipes, 2 équipes seniors masculines et une équipe féminine. La commune de Guillac, c'est également une commune de vélo et de rando, puisqu'elle accueille chaque année plusieurs événements comme la rando du combat des 30 ou la ronde guillacoise, sans oublier les boucles guégonaises qui passent par notre commune. Citons également les courses hippiques qui se déroulent chaque année en août sur l'hippodrome de Saint-Jean-des-Brais.
Vous pouvez également, tous les habitants peuvent également utiliser les structures présentes au stade de la Croix-du-Frêne, donc les terrains de tennis, les terrains de basket et la table de ping-pong, entre autres, et les terrains de foot évidemment. En 2024, nous avons eu le plaisir d'accueillir le départ de 2 circuits du Trail du Lac. Donc le 14 km qui est parti en dessous le temple et le 25 km qui est parti de l'écluse de Carmenay. L'expérience a dû être concluante puisque l'expérience est renouvelée cette année et à ce jour le 25 km affiche déjà complet. Donc il ne reste plus qu'une centaine de dossards pour les autres courses. Donc avis aux amateurs, dépêchez-vous. La vie associative, le dynamisme de notre commune se vit aussi par nos associations. Là, il y a les associations sportives, mais il y a les autres aussi. Donc, entre ateliers culinaires, repas sur place, à emporter, cours d'allemand, concours de palais, les jeux intervillages qui ont eu lieu pour la première fois cette année à Caëran, les fest-noz, les soirées à thème, comme la Saint-Patrick, le Beaujolais. C'est très festif, c'est très convivial. La kermesse aussi, avec les associations de l'école qui proposent la kermesse et l'arbre de Noël pour les enfants. En fait, il ne reste plus beaucoup de week-ends libres, mais c'est ce qui fait la vitalité et la convivialité de notre commune. Alors, pour n'en citer qu'une, j'aimerais remercier le comité des fêtes qui, outre l'organisation des événements, apporte une aide précieuse pour notre commune et l'entretien des nombreux sentiers de randonnée et les chemins creux. Un très grand merci quand même à toutes les associations qui organisent tous ces événements, qui font le bonheur des uns ou des autres. Enfin, pour reparler des événements de la commune, donc nous avons organisé en août à Dimanche au Canal une nouvelle édition qui a rassemblé environ 200 participants. La marche solidaire pour Octobre Rose qui amène un peu plus de participants chaque année. Cette année, nous étions une 60aine à nous retrouver devant la mairie pour un parcours inédit de 8 km. La somme récoltée sera remise dans quelques instants à l'association Patplot 56. Et enfin, le dernier événement, c'est le repas des aînés qui a permis à 80 personnes de passer un après-midi fort sympathique et apprécié de tous. Donc maintenant, j'aimerais accueillir Madame Patricia Lanier et Monsieur Sylvain Josset, qui est président du comité des fêtes, pour la remise des dons à l'association Patplot 56. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre fidélité à Guillac pour notre association. Moi, je sais qu'on a pas mal de personnes de Guillac qui en bénéficient, mais en tout cas merci beaucoup parce que vous nous êtes très très fidèles. Patplot 56, je vais vous en parler un petit peu, mais vous commencez à connaître parce que je viens quasiment tous les ans vous voir. Donc c'est une association qui assure des soins de confort pour les malades du cancer. Ces malades sont soignés à Rennes, à Vannes ou à Nantes. Pour la plupart, quelquefois à Paris. Et les aides que l'on apporte, c'est pendant les soins ou en suivant. Alors, on a démarré il y a maintenant 12 ans, parce qu'on a démarré en 2013, et la première année, on avait financé 280 soins. En 2024, on a une grosse progression, puisqu'on a financé 2250 soins et 1000 séances de sport adapté. Donc les soins, on a désormais des soins individuels pendant les séances de chimiothérapie, notamment à Pleyermel, ce qui fait aussi notre accroissement de nombre de soins, puisque la chimiothérapie a doublé à Pleyermel. Aujourd'hui, il y avait, sur l'année 2023, il y avait 6 ou 7 personnes en soins de chimio. Aujourd'hui, il y a plus de 20. Cette semaine, il y avait 24 personnes. Donc le temps a été doublé et pendant les séances de chimiothérapie, on a là une esthéticienne et une réflexologue plantaire qui aident les personnes pendant la séance où elles sont en chimio, ce qui aide pendant la séance et aussi en suivant,
les suites des séances. Donc là, c'est une des raisons de l'augmentation de nos soins. On a aussi des soins qu'on propose de façon individuelle, du shiatsu, des soins énergétiques, des soins esthétiques, de la médecine chinoise et des soins corporels, des soins d'accompagnement après les chimios à domicile pour les gens plus âgés qui sont chez eux, et puis aussi un soutien de retour à l'emploi, parce qu'on a de plus en plus de personnes jeunes qui sont atteints de chimiothérapie, et le retour à l'emploi est toujours difficile dans les entreprises. Donc là on a quelqu'un qui est de côté de Josselin, qui est de la Noué, qui nous aide au niveau du retour à l'emploi. Ça, ce sont les soins individuels. Et on a des soins en équipe, je dirais. On a un atelier de bien-être qui fonctionne depuis très longtemps. Ça se passe au Clos des Tilleuls à Ploërmel, dans l'enceinte aussi de l'hôpital, avec une prothésiste capillaire et une esthéticienne. Des séances aussi de sport. Alors là, on a fait un gros effort sur le sport cette année. On a du Qigong, là, qui dure depuis longtemps. On a doublé les groupes de Qigong. On a une trentaine de personnes dessus. On a un accord aussi avec le club des nageurs de Ploërmel, où il y a une séance tous les samedis matins. Et là, quelquefois, quand il fait froid, c'est à 8h, c'est à 9h moins le quart, pardon. Et je pensais jamais avoir personne. Et puis, s'ils se battent pour y aller, donc c'est très bien. Donc la séance. Et puis cette année, on a décidé d'embaucher un coach professionnel pour faire de la gymnastique adaptée. Donc il est bien sûr diplômé de gymnastique santé. On a là deux groupes de gymnastique adaptée, le mardi et le jeudi, et puis un groupe de gymnastique aquatique dans la piscine de Ploërmel. Et là, la communauté de communes nous a octroyé cette année gracieusement 1 heure. Et ça permet, sur le sport aujourd'hui, on a plus de 70 personnes inscrites. Donc c'est quelque chose de bien dans le suivi des traitements. Pendant les traitements, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de gens qui font du sport, mais après les traitements, ça facilite l'intégration. Donc voilà un petit peu tout ce que l'on fait. C'est vrai qu'on a un gros développement, donc on a vraiment besoin de vos dons. Je vous cache pas que c'est quelque chose, pour le moment, on n'a jamais demandé de fonds au service public, mais je ne sais pas si on ne sera pas obligé de se tourner un petit peu vers l'ARS et puis vers le Conseil général, je ne sais pas encore. Mais je me pose des questions parce qu'on a un budget qui grossit beaucoup. On va voir, mais en tout cas, on est très très aidé par les familles, bien sûr, par les entreprises du secteur, et puis par vous tous, par les communes. Donc un grand merci et puis de votre fidélité surtout. Donc la marche Octobre Rose 2024 a permis de récolter 422 € que nous avons remis déjà à l'association. Bonjour à tous. Donc nous aussi on va participer cette année aussi, comité des fêtes de Guiac. Donc on va faire un don de 300 € cette année. Voilà, donc avec les différentes choses qu'on a faites dans l'année. Merci. Donc merci pour ce travail de présentation qui vous a permis de voir l'implication des membres du Conseil dans l'exercice de leurs fonctions. J'ai envie de dire, j'ai une équipe qui tourne bien maintenant, elle est bien rodée. Ça met toujours un peu de temps. Une nouvelle équipe, on n'était que 3 anciens à redémarrer dans ce mandat. Et juste pour mémoire, on a commencé en période de Covid. C'est-à-dire que le début du mandat était assez chaotique parce que on a d'ailleurs continué de tourner avec l'ancienne équipe dans un premier temps, pendant quelques mois. Et puis ensuite, on faisait des réunions de conseil dans cette salle où on était éloignés à 5 mètres les uns des autres. Vous voyez, pour communiquer, c'est pas ce qui va être plus simple quand même. Voilà, j'espère qu'on n'aura jamais l'occasion de vivre ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, vous avez pu constater, l'équipe fonctionne.
Le contexte actuel de baisse des soutiens de l'État et du département en faveur de notre commune nous affecte certes, mais ce n'est pas pour autant que nos projets ne verront pas le jour. Notre commune est peu endettée, nos bâtiments sont en bon état, de même que nos routes et nos chemins. Fort de ce faible endettement, nous saurons nous adapter et faire avec les moyens dont nous disposons. Le soutien au projet ne saurait être seulement financier. Il appartient à chacun et chacune de s'investir pour construire un avenir désirable. L'engagement du conseil municipal ne s'arrête pas à la commune de Guillac. Pleurmel Communauté œuvre également dans l'intérêt de ses 43 000 habitants. Et sur les nombreux projets à venir, je souhaite vous faire part de quelques-uns. Donc le projet du nouveau pôle aquatique qui est engagé avec un budget à la baisse. Il est destiné à répondre aux besoins des scolaires, des sportifs et du grand public. Un nouveau pôle jeunesse va voir le jour, absent de notre territoire, des activités dédiées aux jeunes de 11 à 18 ans et des ateliers intergénérationnels y seront proposés. Concernant l'hôpital de Pleurmel, Pleurmel Communauté s'engage à verser 1 800 000 € sur 3 ans, ce qui motive l'Agence régionale de la santé à investir 17 millions d'euros de travaux, ce qui permettra de moderniser le centre hospitalier. Un nouveau plan local de l'habitat va être mis en place. Il s'inscrit dans la continuité de la politique locale de l'habitat qui vise à améliorer l'offre de logements et leur qualité. Oui, il y a des pompiers qui sont arrivés, il y a quelqu'un qui a fait un malaise. Voilà, j'espère que c'est pas trop grave. Donc les services du RIFBus et de transport à domicile, ainsi que les maisons de service de l'accueil au public sont de plus en plus sollicités. Il est possible de se faire accompagner pour de nombreuses démarches grâce à ce service. Pour plus de proximité, le camion EasyPlo vient les mercredis des semaines impaires de 11h à 12h15. Nous allons nous doter d'un schéma directeur d'énergie renouvelable. À ce titre, nous avons validé les zones d'accélération de production d'énergie renouvelable sur la commune. Nous allons également nous doter d'un schéma directeur d'assainissement. Le service assainissement investit 2 millions par an depuis sa prise de compétence en 2020. Nous savons que ce n'est pas suffisant, c'est un enjeu majeur, car lorsque la capacité épuratoire fait défaut, il n'y a plus de possibilité de développement. En ce qui concerne les déchets, nous collectons 181 kg d'ordures ménagères par habitant et par an. Par comparaison, les territoires voisins collectent entre 90 et 110 kg par habitant. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de développer une redevance déchets sur le territoire. Et ceci pour 2 autres raisons. Nous captons des déchets de nos territoires voisins et le taux de refus dans les poubelles jaunes est de 25%. Donc le mode de collecte va donc changer profondément. Et vous recevrez au printemps un courrier pour vous informer des modalités de l'accès au service. Donc comme vous venez de l'entendre, les compétences de Pleurmel Communauté sont nombreuses et accompagnent l'avenir de nos communes. Je crois qu'il faut que je parle des projets d'avenir de Guillac aussi. Je vais commencer comme ça. C'est parti. Projet à venir. Donc l'agrandissement du café. Le projet porte sur la rénovation des bâtiments jouxtant le café de la Forge. Ce projet nous prend un peu plus de temps que prévu. Nous avons échangé quelques mètres carrés avec la propriétaire voisine afin de mieux desservir le futur aménagement. Les plans vont être validés définitivement en février, puis nous passerons à l'appel d'offres. L'objectif est de réaliser une salle de spectacle utilisable indépendamment du café, une salle de coworking modulable pour l'agrandissement du commerce et un logement à l'étage. Le plan de financement est validé pour 63% de subvention sur un montant de travaux estimé à 950 000 €, hors taxes. Je profite de ce sujet pour saluer l'engagement important des bénévoles qui nous accompagnent sur ce projet et maintiennent une dynamique perpétuelle. Cela encourage la mairie à investir sur le vivre ensemble. Malgré la morosité ambiante et une météo qui ne nous laisse pas de répit, l'association Ça bouge à Guillac continue de proposer de nombreux temps conviviaux et de joyeux événements. Nous sommes convaincus que dans ces temps où l'individualisme prévaut, les lieux et les liens sociaux, ainsi que l'accès à la culture, sont indispensables à notre bonheur quotidien. Réaménagement du ruisseau du parc des Coteaux. Alors pour ce projet, nous travaillons avec le syndicat mixte du Grand Bassin de l'Ouse à qui Pleurmel Communauté a confié la gestion des milieux aquatiques.
Les travaux consistent à rétablir la continuité écologique du ruisseau, malmenée bien avant l'aménagement du parc. Nous sommes en attente du prochain programme de financement de l'Agence de l'eau, qui, dans un premier temps, considérait le bourg de Guillac comme une tête de bassin, ce qui implique de reconsidérer tous les ruisseaux du bourg. Un gros chantier en perspective qui va s'échelonner sur 2 ou 3 ans. Donc, les écoles. Les enfants de la commune ont accès à 2 écoles. L'école Notre-Dame de Lourdes à Guillac et l'école Suzanne Bourquin à Josselin. Pour ces 2 écoles, nous versons des financements par l'intermédiaire du syndicat scolaire du pays de Josselin qui a la compétence. D'ailleurs, je dis félicitations au nouveau président du syndicat scolaire. L'école Suzanne Bourquin est la seule école publique du territoire et le syndicat est sur le point d'investir pour construire une nouvelle école maternelle. L'école Notre-Dame de Lourdes comprend 3 classes avec environ 80 élèves. Elle est lauréate d'un appel à projet sur l'école du dehors et va se doter d'un jardin forêt sur les espaces extérieurs. C'est un projet participatif où enfants, parents, enseignants, agents municipaux et élus sont impliqués. Bravo au chef d'établissement et à l'équipe enseignante. Je tiens également à remercier les parents d'élèves qui s'engagent dans la vie de l'école. Voilà, on a terminé pour les présentations. Donc, quel que soit le périmètre, notre périmètre d'action, c'est en additionnant nos comportements, nos gestes, nos choix de paroles que nous pouvons entrevoir une solution pour un avenir commun préservé. Aux chaînes d'infos continues et aux réseaux sociaux déchaînés, préférons le recul et le dialogue. Aux incivismes et aux défiances, préférons le respect des personnes, des biens et de notre environnement. Au repli sur soi, préférons le faire ensemble. Dans notre village et à notre modeste échelle, nous pouvons déjà mettre en œuvre ces principes dans notre quotidien, en s'engageant par exemple dans la vie associative ou communale. Merci aux directeurs et enseignants qui font vivre nos écoles. Merci à tous ceux qui, dans leur travail ou dans leur quotidien, œuvrent pour le bien de tous. Je n'oublie pas nos partenaires institutionnels, l'État, la région Bretagne, la Direction régionale des affaires culturelles, le département du Morbihan, plus Armel Communauté, qui nous accompagne dans la réalisation de nos projets. Merci à eux pour leur écoute attentive et leur soutien toujours bienvenu. Guillac se réalise aussi avec eux. Enfin, j'adresse mes remerciements à toute l'équipe municipale, aux membres du CCAS et aux agents des services administratifs, techniques et à la police pluricommunale. Diriger une commune n'est pas un exercice solitaire, mais un travail d'équipe sans laquelle je ne pourrais pas mener à bien ce mandat. Je pense également aux familles des élus qui les soutiennent dans leurs fonctions et qui acceptent que ces responsabilités prennent une place dans le quotidien. Ces remerciements et considérations s'adressent également à tous les bénévoles œuvrant au sein d'associations ou au service de la commune. Que serions-nous sans nos bénévoles? Je vous renouvelle mes vœux pour l'année 2025. Merci de votre attention. Alors, on a la chance d'avoir M. le député parmi nous, mais qui est pressé parce que il a une autre commune à faire après nous. Alors, on va le faire parler avant Madame la sénatrice, si vous voulez bien. Alors, merci Monsieur le maire. Donc, je salue évidemment le conseil municipal et ses réalisations, parce que c'est toujours intéressant de voir finalement comment les choses se passent réellement. Et on a beaucoup d'élus locaux qui travaillent très bien sur le territoire. Ça fait plaisir. Et puis, ça permet de pouvoir relativiser un certain nombre de choses. Alors, je salue aussi toutes les forces vives qui sont là, parce que il y a un certain nombre de présidents d'associations, etc., enfin, qui font vivre la commune. Je prie Madame la sénatrice d'excuser le fait de lui griller la priorité. Et donc, tous les collègues élus qui sont là aussi. Alors, c'est vrai que certainement vous avez entendu les fureurs de l'Assemblée nationale parce qu'elles ont dû arriver jusqu'à vos oreilles justement par l'intermédiaire de toutes ces chaînes d'infos et autres chaînes qui quelquefois jouent plus sur la peur qu'autre chose. Alors, c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, c'est pas la première fois qu'il y a des éclats de voix et qu'il y a, j'allais dire, des propos
quelquefois quand même qui sont qu'on ne peut pas accepter. Je veux dire, il y a des choses qui ne se font pas et qui, moi, me heurtent parfois parce que il y a un respect à avoir. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses qu'on ne peut pas être d'accord sur certaines choses, d'ailleurs, et qu'en plus, évidemment, on doit se respecter. C'est la moindre des choses. Alors, la différence peut-être par rapport à autrefois, c'est que la Ve République mettait quand même beaucoup le poids sur le président, qui avait une majorité, et en fait, la majorité faisait ce qu'elle voulait. Quelquefois, d'ailleurs, certains ironisaient sur le manque de personnalité des députés. Bon, vous avez certainement entendu les petits mots de Godillot, par exemple, on trouvait que les députés ne défendaient ni leur territoire, ni les citoyens, mais étaient finalement le bras armé du président qui faisait un peu ce qu'il voulait. Alors aujourd'hui, c'est simple, il n'y a plus de majorité. Donc s'il n'y a plus de majorité, on ne peut pas avoir, effectivement, certains parlaient même de la dictature de la majorité sur la minorité. Donc il faut avoir de ce qui manque à certains, de la discussion, un peu de compassion, on fait un chemin ensemble, on va l'un vers l'autre en faisant des concessions et des compromis qui ne sont pas des compromissions. Voilà. Et c'est comme ça que ça avance, la démocratie, c'est ça, c'est l'art du compromis, l'art d'arranger les gens qui ne pensent pas pareil. Et la différence aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on peut même bloquer la machine. Alors, le blocage de la machine, c'est évidemment quand il n'y a pas de gouvernement. Alors on a pu dire des choses un peu bizarres, par exemple que les pensions de retraite ne seraient pas payées. Non, ça se sera payé. L'État payera à peu près ce qu'il doit. Bon, avec des retards, sans doute, mais ça se fera. Et je vous rassure, pour payer vos impôts, il ne faudra pas avoir de retard, sinon vous risquez d'avoir un supplément d'impôts à payer. Donc, non, la machine va continuer à tourner. Par contre, on a besoin de budget, parce que même les élus locaux, comme la France est un pays très, très, très centralisé, beaucoup trop à mon goût, eh bien, votre budget, vous ne savez pas exactement ce que vous allez avoir parce que c'est l'État qui vous donne des dotations. C'est-à-dire que les impôts, c'est pas vous qui les levez, c'est l'État qui vous les donne. Et alors pour moi, c'est pas de la bonne gestion, ça, parce que normalement, vous avez des compétences, vous avez un impôt avec, et c'est vous qui vous débrouillez. Et après, vous revenez devant vos concitoyens en disant, voilà ce que j'ai fait. Bon, j'ai augmenté les impôts, je les ai pas augmentés, et le citoyen décide de vous réélire ou pas. Ça me paraît de la bonne démocratie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et le pouvoir des collectivités, il est un peu tenu bien en laisse. D'une part, par évidemment les impôts. Donc, le conseil départemental, le conseil régional attend aussi de savoir à quelle sauce il sera mangé, mais je dirais même l'éducation nationale aussi, puisque j'étais ce matin avec les parents à Flernel, le nombre de postes qui va être supprimé va déterminer les postes qui resteront dans les établissements. Et pour l'instant, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Normalement, ça devrait être réglé tout de suite. Alors, dans la méthode, quand je parlais du consensus, quand je parlais de la discussion, eh bien, je vais prendre un exemple parce que quand je vais au Sénat, on me dit « Ah oui, mais vous les Bretons, vous n'êtes pas comme les autres. » Alors, ça, on le savait déjà. D'abord, on a les plus beaux costumes, les plus belles danses, la plus belle musique, les paysages sont super. Bon, bref, ça on le savait. Bon, pas la peine de nous le dire. Puis on va pas le dire nous-mêmes, parce que sinon on va paraître pour des vantards, c'est pas du tout notre genre. Non, vous n'êtes pas comme les autres au niveau politique. Vous êtes capable de vous mettre d'accord, même quand vous n'êtes pas du même bord politique. Et on me dit, par contre, dans le reste de la France, c'est pas évident. Alors, quelquefois, on est capable de se mettre d'accord aussi contre le pouvoir central. Ça s'appelle la lutte contre l'écotaxe. Vous savez, la taxe qu'ils voulaient nous faire payer sur les 4 voies, alors qu'on les avait déjà payés, les 4 voies, avec nos impôts, ils voulaient nous les faire payer une 2e fois. Ouais, c'est pas marqué idiot ici, quand même, hein. Pas exagéré. Donc, là, et puis, la méthode bretonne, c'est ce qui se passe au conseil régional. Parce que je suis aussi conseiller régional, alors je vais vous en parler un peu. Lorsque le président de région a été élu, Loïc Chenet-Gérard, il avait 40 conseillers
dans sa majorité et 43 contre lui. C'est un peu compliqué, il n'y a pas de majorité. Donc les budgets sont passés parce qu'on négociait avec un groupe pour qu'ils s'abstiennent. Et donc le budget passait de cette façon-là. Donc à l'Assemblée nationale, ça peut très bien se faire aussi. Et là, le dernier budget qu'on a fait, qui était pas simple, alors on a pris la pilule la plus amère que nous donnait le gouvernement, c'était 46 millions d'économies. Donc on a fait un budget de 46 millions d'économies, puisque de toute façon, il n'y a pas le choix. Et contrairement à l'État, les collectivités ne peuvent pas avoir un budget en déficit pour leur fonctionnement. C'est beaucoup plus vertueux, c'est sûr. Et donc, le budget de la région, il a été voté par 40 conseillers régionaux et 2 groupes se sont abstenus, c'est-à-dire une dizaine de personnes. Donc on voit bien que quand on discute, quand on est humble, mais l'humilité en politique, c'est pas toujours bien répandu, surtout chez certains. Je dis pas ça pour vous, parce que je sais qu'ici c'est pas le cas. Et je dis pas ça pour madame la sénatrice qui, vous verrez, a un humour terrible. Mais voilà comment on peut fonctionner. Donc moi ce que je dis, c'est qu'il faut changer de méthode, il faut appliquer la méthode bretonne. C'est pas compliqué. Donc, et tout simplement en faisant appel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a des bons projets, quand ça va dans le sens de l'intérêt général, il n'est plus question de politique partisane, il est question d'avancer. Et je crois que c'est important. C'est important aussi que les députés retrouvent ce qui, moi, me paraît primordial. Ce sont des élus du peuple qui portent la parole du peuple et non pas des agents de l'État. Et ça me paraît particulièrement important. Et je plaide toujours, évidemment, pour avoir... Alors, c'est vrai que je suis dans un petit groupe qui s'appelle Lyot, on est 23 et on est plutôt indépendant avec la liberté de vote. Mais c'est comme ça que je conçois les choses, parce que on essaye... Alors, on n'est pas... Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, on n'est pas d'accord, parfois, sur certaines choses, mais on en discute, et souvent, on arrive à avoir une position commune. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Alors, pour terminer, parce que sinon, je suis capable de vous tenir pendant un certain temps, vous avez remarqué, des moments difficiles, on en a connu. Tu as parlé du Covid. Bon, c'était quand même pas facile. Avec une maladie qui rôdait, on n'avait pas de médicaments, on savait pas comment ça fonctionnait, donc c'est quand même un peu angoissant. Donc des moments difficiles, on en a connu. Puis je veux pas remonter dans l'histoire, mais enfin on en a connu des beaucoup plus difficiles. Donc on a tout ce qu'il faut. Faut garder la tête froide. Ne regardez pas trop les chaînes d'infos en continu, parce que si vous n'êtes pas déjà paranoïaque, vous allez le devenir. Donc voyons le positif. Et j'ai tendance à voir, moi, le verre largement plus plein, c'est-à-dire aux 90%. Et effectivement, il y aura des choses déplaisantes. Il y en a toujours eu, il y en aura encore. Mais de grâce, ne regardez pas que ça. Voilà. Sinon, vous aurez du mal à être bien aussi vous-même. Donc, bonne année 2025. Le Guillac est une commune sympathique et j'y viens assez souvent parce qu'il y a des choses qui se font, y compris les logements ici, parce que les maires sont des bâtisseurs. Et donc, bravo pour ce que vous faites. Ça fait avancer le pays, ça fait avancer localement, et j'espère que nous aussi, on pourra faire avancer avec un budget qui devrait être voté là dans quelques temps. Voilà, je vous remercie beaucoup, et bonne année 2025. Madame la sénatrice, si vous voulez bien. Merci, monsieur le maire, merci Stéphane, merci de m'avoir invité au vœu de Guillac, commune dont les élus sont si, comment dites-vous, attractifs. C'est pas tout à fait la même chose. Bonjour, j'essaie de ne pas démentir Paul quand il dit que j'aime bien les. Bonjour à tous, bonjour à tous mes collègues élus, bonjour à tous ceux qui sont ici présents. Quelques mots. Alors d'abord, je ne suis pas vexée de passer après Paul, parce qu'en fait, dans le protocole, ce sont les gens les plus importants qui terminent. Donc, pour une fois, c'est moi la plus importante. Et puis, je voudrais un peu rebondir aussi sur les propos qui ont été tenus
par Monsieur le maire et puis par tous ses adjoints. Bon, d'abord, on a pu voir quelles sont les réalisations et on a pu voir en fait la réalité de ce que c'est qu'une vie d'élu, une vie communale, un engagement d'élu. Ce sont en fait des personnes tout à fait comme les autres, des citoyens d'une commune qui proposent aux autres de prendre en main un certain nombre de responsabilités, parce que ce sont des responsabilités tout de même, et de s'occuper finalement du quotidien. Quand on voit le curage des fossés, tout ça paraît un peu prosaïque, mais il faut le faire. Et heureusement que vous le faites. Et puis il y a un autre aspect des choses qui est assez important, qui a été abordé par Monsieur le maire d'une façon rapide mais juste, qui est l'aspect financier. Et ça a été abordé un peu plus longuement par mon collègue parlementaire Paul Molac. Et je voudrais dire un mot sur ce point parce que c'est beaucoup d'actualité. On entend beaucoup parler du budget. Alors, le budget vient de passer au Sénat. Nous l'avons majoritairement voté. Je ne vous en donnerai pas les détails techniques, d'abord parce que précisément ces techniques, ensuite, il n'est pas définitif, donc ça ne sert pas à grand-chose, je pense, dans un premier temps, de le savoir. Nous verrons quand le budget sera, je l'espère, définitivement voté. Je dis je l'espère parce que, très honnêtement, je ne trouve pas que ce soit un budget parfait, et je n'ai pas voté dans un enthousiasme total, mais nous devons avoir un budget. Et là-dessus, je crois que, bien que nous ne pensons pas la même chose, et Paul Molac, nous pensons sur ce point-là la même chose, c'est-à-dire qu'il faut un budget à la France, il faut pouvoir avancer. Ne pas avoir de visibilité, ça condamne l'économie. Lorsque on ne sait pas où on va, eh bien, notre économie, elle reste atone. Or, l'économie, c'est essentiel, et c'est y compris essentiel au fonctionnement de l'État. Pourquoi ? Parce que l'État ne crée pas d'argent. L'État en prend ce qui en gagne. Et c'est une économie qui va bien, qui permet, tout simplement par les prélèvements, d'avoir un État qui puisse financer les services publics. Tout simplement. L'argent public, ça n'existe pas, en fait. L'argent public, c'est de l'argent privé qui devient public par la magie de la taxe. Donc si personne ne peut finalement payer l'impôt, si l'économie va mal, eh bien, nous n'aurons pas non plus de financement public par l'État et par les différentes collectivités. Pour autant, il ne faut pas que ça se fasse dans des conditions qui n'ont aucun sens. Ces budgets, le budget de l'État, le budget des collectivités. Enfin, deux mots pour expliquer comment les choses fonctionnent. Et pourquoi aujourd'hui ça dysfonctionne et pourtant pourquoi on parle autant du budget. Un budget, là aussi, Paul Molac l'a exposé, l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Un budget, c'est fait de deux parties. Du fonctionnement, c'est-à-dire des dépenses courantes. Et ça marche pour les mairies, mais ça marche pour les entreprises, ça marche pour les ménages. C'est-à-dire que dans une mairie, il y a effectivement des dépenses courantes comme l'eau, le gaz, l'électricité. C'est la même chose pour une entreprise, c'est la même chose pour un ménage. Et puis, il y a des dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement, ce sont les grands projets qui soit ont été réalisés. On a vu des logements qui avaient été restaurés, rénovés. On a vu qu'il y a d'autres projets plus importants. L'investissement, c'est effectivement des projets plus lourds. Et dans un ménage, c'est le fait qu'on achète sa maison, tout simplement. Instinctivement, on se rend bien compte de deux choses. D'abord que quand on va avoir un budget qui se tient, quand on gagne 2000, on ne dépense pas 2500. Et que pour pouvoir financer de l'investissement, on a plutôt recours à l'emprunt quand vraiment les investissements sont importants. Encore une fois, c'est ce qu'on fait aussi dans un ménage. Ça, c'est ce qui se passe chez nous, c'est ce qui se passe dans les communes. Les communes ont un budget de fonctionnement, c'est-à-dire de dépenses courantes qui doit toujours être à l'équilibre. Elles ont des dotations et elles ont des dépenses en face et elles ne peuvent pas dépenser plus que ces dotations. Et elles ne peuvent pas avoir recours à l'emprunt pour financer du fonctionnement. De la même façon qu'un ménage ne va pas commencer à faire un emprunt pour payer ses courses. Autrement, vous vous rendez bien compte que c'est la ruine. Donc les communes, elles fonctionnent comme ça. Elles ont un fonctionnement, elles l'équilibrent. Quand elles font très bien, elles font même plus que l'équilibrer, c'est-à-dire que, mais comment on peut le faire nous-mêmes, elles dépensent moins que ce qu'elles gagnent, en quelque sorte. Elles dépensent moins que leur budget, ça leur fait un excédent de fonctionnement avec lequel elles vont pouvoir investir de la même façon que pour acheter sa maison, eh bien, on a un apport personnel. Donc ça marche comme ça dans les collectivités locales et pas du tout au niveau de l'État. Car la règle qui existe au niveau local n'existe pas au niveau national. Ce qui signifie que l'État, il emprunte à la fois pour son fonctionnement et pour son investissement. Et au bout d'un moment, il emprunte tellement pour son fonctionnement qu'il n'arrive presque plus à investir. Et c'est une vraie difficulté, parce que ça veut dire que tous les ans,
quand je vous disais, quand on dépense 2000, quand on gagne 2000, on ne peut pas dépenser 2500, 2600, et dans cette proportion-là, ce que fait l'État. C'est-à-dire qu'il rentre 2000 et il dépense 2500, 2600. Et quand pour vos dépenses du quotidien, vous êtes obligé d'emprunter, ben vous vous mettez dans la main de celui qui vous prête l'argent. Et il vous prêtera à ces conditions. La grande difficulté que nous avons, c'est celle-là, c'est que l'État est obligé d'emprunter pour payer le quotidien, pour payer les fonctionnaires, tout simplement. Pour payer le quotidien, nous empruntons pas auprès des Français, nous empruntons auprès d'États étrangers. Et nous finissons par devenir dépendants d'États qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont pas forcément toujours nos amis. Donc, la nécessité de restaurer les finances publiques, elle est réelle. C'est-à-dire qu'il va falloir, c'est long, c'est difficile, il en faut, me semble-t-il, la volonté politique, en tout cas moi c'est ce que je prône, il va falloir que nous rétablissions les dépenses de l'État afin que ces dépenses de fonctionnement puissent être comblées par les rentrées d'argent que paie l'État, qui sont tout simplement les impôts. Donc c'est une situation difficile, je crois que l'État peut prendre là-dessus exemple sur les communes, puisqu'elles le font encore une fois, il n'y en a pas une qui échappe à cette règle. C'est une situation qui n'est pas définitive et surtout qui n'est pas inéluctable. Elle nécessite, me semble-t-il, d'abord de redéfinir ce que doit faire l'État dans un pays. Car notre État fait beaucoup de choses, peut-être trop de choses. L'État, au départ, il a été créé pour la sécurité, pour mettre en œuvre la sécurité sur le territoire. C'est ce qu'on appelle globalement les fonctions régaliennes. Hein. Vous savez, l'armée, la police, la gendarmerie, enfin, la justice. Ce sont les fonctions qu'on appelle régaliennes. Et une fois qu'on a défini exactement ce que doit faire l'État, eh bien là, on saura quel est le besoin qui est en face. Ça nécessite, une volonté politique. Et puis ça nécessite que chacun d'entre nous aussi ne tende pas systématiquement la main vers l'État lorsque il y a une difficulté. Ça nécessite aussi que la responsabilité personnelle soit remise à l'ordre du jour et que nous n'ayons pas toujours comme réflexe de nous dire que l'État doit être là à nos côtés en permanence. Alors c'est peut-être une petite révolution dans un pays où l'État est très fort, mais un État fort, c'est un État régalien. Aujourd'hui, nous avons un État lourd. Il n'est pas fort. Il n'est d'ailleurs pas très fort du point de vue régalien, mais il est lourd et il me semble que c'est ce que nous devons changer. Alors voilà ce qu'on peut, je crois, apprendre dans les communes, et je fais de nombreux vœux, c'est qu'il est tout à fait possible de rendre le service pour lequel on existe en se tenant une certaine orthodoxie budgétaire, en faisant attention et en faisant face, effectivement, comme le disait Monsieur le maire, eh bien, au fait que les aides qui viennent de l'État et aussi d'autres collectivités seront peut-être moindres. Il faut faire avec. C'est ce qu'on fait chez nous, c'est ce qu'on fait dans les communes, c'est ce que devrait faire l'État. Et sur ces bonnes paroles, j'arrête parce que je crois que j'étais assez longue aussi et je vous souhaite une très bonne année 2025 à tous. Merci à vous. Donc voilà, on arrive à la fin. Bah voilà, il est midi, hein. Et on est pile sur le timing prévu. Bravo à l'équipe, hein. J'arrive, soyez pas trop long. Tout le monde a été parfait dans son timing. Donc il nous reste le meilleur moment, des vœux. C'est le moment convivial. Donc voilà. Vous avez entendu? On appelle ça l'appel des bouteilles. Donc je vous donne rendez-vous tous au verre de l'amitié à la table qui se trouve dans le fond de la salle. Voilà.